la une de l'actualité ce soir, un début d'année sanglant à Yirgou dans le San Matenga. Des affrontements communautaires ont causé près d'une quinzaine de morts. Tout serait parti d'une attaque d'hommes armés qui ont tué 6 personnes, dont le chef de village. Et en représailles, les populations et les Kogluero de la localité ont attaqué la communauté Peul, soupçonnée de complicité avec les assaillants. Qu'est-ce que le gouvernement burkinabé prévoit comme mesure pour apaiser la situation? Le ministre de l'administration territoriale est notre invité. Et puis dans ce journal, la crise à la CENI, adoption d'un nouveau code électoral, création de nouveaux partis, 2018 aura été riche en événements politiques. Retour dans cette édition sur ces faits marquants de l'actualité de 2018. Et puis à Madagascar, les résultats de l'élection présidentielle contestée, la Haute Cour constitutionnelle a reçu une centaine de requêtes qui demandent l'annulation de certains bureaux de vote, comme vous le verrez dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le calme serait revenu à Yirgou et environnant dans la commune de Barsalgo, foi du maire de la commune, et ce avec le déploiement des forces de défense et de sécurité et la médiation des autorités coutumières, toujours selon le maire, que je vous invite à suivre. Par l'appel d'un conseiller du village de Foubé, qui nous a informé qu'on aurait aperçu des hommes armés en moto qui faisaient mouvement entre le village de Tuekiro et le village de Yirgou. L'information a été donnée aux forces de l'ordre et nous avons cherché à vérifier avec les conseillers de ces 10 villages. Donc nous avons appelé le conseiller du village de Yirgou même. Ça sonnait en vain puisque c'est le chef de village même qui est le conseiller avec un autre. Et on a pu joindre en fin de compte le conseiller du village de Tuekiro et qui a dit que bon, il n'a pas vu les motos passer, mais au moment même que je suis en train de l'appeler, il entend des coups de feu. Et alors, nous avons compris qu'il y a quelque chose qui se passait. On a rappelé au niveau des villages de Yirgou. Le téléphone a sonné en vain. On a tellement insisté qu'une femme qui a décroché pour nous dire que le chef de famille n'est pas là et qu'il est allé sur son site, parce que c'est un féticheur qui a un site où il mène ses activités. Et donc, il a laissé le portable à domicile. Alors donc, c'est juste après cet appel-là que le conseiller de Foubé qui nous est revenu pour dire qu'aux dernières nouvelles, il y a eu une attaque et que malheureusement, le chef de Yirgou y est resté avec ses 3 enfants. Bon, les terroristes, ils ont laissé derrière eux 6 morts, mais à la suite, vraiment avec les frustrations et l'énervement, bon, les populations ont commencé à s'agiter et certaines personnes ont été ciblées comme étant des complices de ces assaillants-là. Et donc, c'est ainsi que sur place, dans le village même de Yirgou, avec la représailles, il y a eu encore 5 autres morts. Le message, c'est d'abord transmettre mes condoléances à toutes les familles éplorées dans cette crise. Et en tout cas, leur demander surtout, parce que nous savons qu'avec les frustrations, avec l'énervement, on ne pousse pas à fond les analyses. Et donc, les réactions qui sont suivies, bon, on ne peut pas dire qu'on comprend, bon, mais elles ne devaient pas être de cette manière-là. Et que, bon, nous leur demandons vraiment beaucoup de retenue, que les esprits se calment, pour qu'ensemble, avec les techniciens de la sécurité, pour qu'on puisse ensemble, en tout cas, prévenir ces genres de choses pour que ça ne nous arrive plus jamais. Je le disais en titre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation est sur notre plateau. Monsieur Siméon Sawadgo, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. Est-ce qu'à ce soir, vous avez des précisions sur ce qui s'est réellement passé à Yirgou? Effectif, parce que ce que le maire de Barsalgo a dit à
Il y a un certain nombre d'éléments que nous avions. Mais à l'heure où je vous parle, je vais donner les précisions suivantes. Dans la nuit du 31 au 1er janvier 2019, des binômes donc, des terroristes se sont introduits dans le village de Yirgou à la recherche du chef de Yirgou. Le chef de Yirgou est une personnalité très connue dans la zone et en même temps un praticien. Ils ne l'ont pas trouvé donc, dans sa résidence donc, habituelle où il a sa femme et ses enfants, car il vit donc dans ses champs dans une seconde résidence en tant que praticien. Donc ils l'ont rejoint là-bas, ils l'ont trouvé, ils l'ont ligoté et après un coup de fil, ils l'ont abattu. Et comme les gens ont vu le déplacement des binômes, ils ont poursuivi pour voir ce qui se passait. Et là, il y a eu des fourrés. Donc le frère du chef, le Grété, et ses enfants donc, ont trouvé la mort, soit environ donc 5 personnes, plus le chef, même ça fait 6. Et il y avait donc d'autres blessés graves. Et malheureusement, au moment où je vous parle, il y a un des blessés donc, qui a succombé à ces choses. Donc ça fait 7 donc, autour de Yirgou. Alors évidemment, quand ça s'est passé comme ça, les populations, dans le choc, se sont organisées avec les groupes d'autodéfense donc, pour pourchasser les assaillants. Donc ils les ont pourchassés jusqu'à dans un village qu'on appelle Taurema, dans la commune de Tongomayel. Là, il faut que je précise que Yirgou est dans la commune de Barsalgo, province du San Matenga, dans la région du Centre-Nord. Donc là, ils ont poursuivi donc, les assaillants jusqu'à Taoremba, qui se trouve plutôt dans la commune de Tongomayel. Bon, là, il y a eu quand même des sous-fourrés. Les gens se sont repliés et ils ont commencé donc à saccager les campements Peul et bon, à faire beaucoup de destruction. Malheureusement, donc, de ce côté aussi, il y a environ 6 donc, de la communauté Peul qui ont succombé. Donc, et après, de dernières nouvelles, on a envoyé donc, des équipes de la gendarmerie pour aller vérifier. Donc, les vérifications sont toujours en cours parce que ce n'est pas encore achevé. Parce qu'il faut aller prudemment dans un contexte pareil. Et les campements Peul étant un peu éparpillés, il faut avoir toutes les nouvelles. Donc, à l'heure où nous vous parlons, le bilan est le suivant. Ça fait 7 donc, du côté du village de Yirgou et 7 du côté donc, de la communauté Peul, soit 14 morts officiellement donc, reconnus par nos forces de défense et de sécurité qui ont eu l'occasion donc, de vérifier. Mais il y a encore d'autres sites certainement qu'on n'a pas pu vérifier. Donc, nous pensons que ce bilan va être le bon pour qu'il n'y ait plus d'autres dommages. Malheureusement, en rentrant ici, il y a eu encore des représailles qui ont pu avoir lieu dans la commune de Dablo, notamment dans le village de Daké, et encore des campements Peul ont été saccagés et malheureusement, donc les informations nous font état de 2 morts aussi de ce côté-là. Alors c'est pour dire que c'est vraiment donc une journée noire dans cette zone-là que le gouvernement déplore. Le gouvernement voudrait donc ici, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le président du FASO et l'ensemble du gouvernement, présenter leurs condoléances donc, aux familles éplorées et souhaiter donc un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement voudrait dire ici que nous devons faire très attention. C'est l'objectif qui est recherché par les terroristes. Diviser les populations qui vivent paisiblement, donc créer donc un climat de méfiance entre les populations, alors que ces populations ont toujours vécu en symbiose depuis donc les indépendances, depuis même avant les indépendances. Et nous avons ce devoir donc de dire aux gens de ne pas céder à cette provocation-là, parce que c'est ce que les terroristes la recherchent. Donc nous ne voulons pas de conflits communautaires, nous ne voulons pas de conflits donc, entre les ethnies au Burkina Faso, et nous devons travailler, faire l'effort nécessaire pour que cet incident-là, à l'heure actuelle, ne soit pas transformé en une mésentente entre des communautés, entre Peul et Mossié, entre Dogon ou bien entre Foulsé, etc. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Et si nous faisons ça, nous aurons donné raison, nous aurons donné du plaisir aux terroristes. Oui, ça, justement, quelles sont les mesures pour ramener le calme et éviter ce genre de dérapage? Non, nous avons pensé que c'est vraiment un dérapage et donc nous pensons que cela va être circonscrit, que ça ne va pas très loin. Nous avons simplement demandé aux forces de défense et de sécurité
le gouvernement a instruit le gouverneur concernés, c'est-à-dire le gouverneur du Sahel et le gouverneur du Centre-Nord, les chefs militaires et paramilitaires de part et d'autre, de travailler donc à aider les populations à ramener au calme. Le deuxième élément, nous avons demandé aux chefs coutumiers et religieux, notamment donc les chefs de village, les cheikhs, donc les émirs, les imams, donc les prêtres, les pasteurs, donc de travailler à la sensibilisation de la population pour ne pas céder à cette provocation-là. Nous avons également appelé les forces des autodéfense là dans les villages de faire en sorte qu'il n'y ait pas des travaux de représailles de part et d'autre. Parce que c'est ça, donc il faut arrêter donc, la destruction des campements Peul. Il faut arrêter donc d'aller attaquer donc, les autres, dans d'autres villages. Il faut qu'on se soit calmement et que nous puissions réfléchir et ramener la sérénité dans cette zone-là pour notre mieux vivre ensemble. Et comment le gouvernement travaille pour que de tels actes ne surviennent pas dans d'autres localités? Oui, mais le gouvernement travaille parce que vous avez vu, bon, il y a l'état d'urgence qui a été décrété qui va permettre donc à ce qu'il y ait un travail en symbiose entre les forces de défense et de sécurité et les populations, prendre les mesures nécessaires. Et nous avons, c'est comme on le dit, il faut appeler les responsables des communautés pour que, c'est ce que les terroristes veulent. En allant attaquer le chef qui est très connu et qui est très populaire, donc c'est pour vous amener à la colère et à vous apprendre en disant que c'est un tel, alors que vous n'avez pas les preuves. Donc il faut éviter ça. Donc le gouvernement est en train de travailler pour que les forces de défense et de sécurité continuent donc les investigations nécessaires pour que nous puissions avoir le bilan définitif, pour que nous sachions ce qui s'est passé et que des mesures idoines soient prises auprès des communautés pour d'abord encore les rapprocher et pour intensifier donc leur vivre ensemble et leur dire qu'il faut éviter de rentrer dans le jeu des terroristes qui veut diviser les populations entre elles. Merci à vous, M. Simeon Sawadgo. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et vous étiez sur ce plateau pour nous faire le point de la situation à Yirgou ce soir après les affrontements communautaires hier et aujourd'hui. Merci d'être venu pour toutes ces informations. Pour la suite du journal, le président de l'Assemblée nationale a remis ce 2 janvier 2019 du matériel et des médicaments à l'Association des travailleurs de la Roche de Pissy. Le matériel est composé de tables-bancs pour enfants et du préscolaire, mais aussi des jouets. Et à cela s'ajoutent des vivres, 12 tonnes de riz et de mil. Le film de la cérémonie de remise avec Nong Bakouda et Nathalie Sawadgo. C'est une promesse faite par le président de l'Assemblée nationale aux travailleurs de la Roche de Pissy lors de sa dernière visite en août dernier qui se concrétise ici. Et la main tendue du président Balassa Kandé à cette communauté vulnérable vaut 12 tonnes de vivres composées de mil et de riz, plus la somme de 4 millions de francs CFA. Une délégation suisse, partenaire de l'Assemblée nationale, a elle aussi remis un lot de médicaments, des tables-bancs et des jouets pour les enfants de ces travailleurs. Nous avons promis à l'époque aussi apporter un appui de 2 millions pour permettre de payer les volontaires, les bénévoles qui donnent des cours ici. Également, à titre personnel, nous avons promis prendre en charge 100 enfants, 100 élèves, par des bourses de 20 000. Et donc, ce matin, nous avons pu remettre également ces 2 millions pour les élèves. Mais ça, c'est à titre personnel. Le reste, c'est des engagements pris au compte de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on vient dans cette carrière, on ne peut pas oublier ce qu'on a vu. On ne peut pas oublier la souffrance des gens. On ne peut pas oublier ces femmes qui montent ces roches comme ça sur leur tête. Et quand on rentre en Suisse, eh bien, elles sont toujours dans notre tête et dans notre cœur. La raison de mon engagement est ici et ils resteront toujours dans mon cœur et je continuerai à les suivre. Le président des travailleurs de la Roche, la représentante des femmes, le chef de quartier et le représentant de la congrégation Don Orion qui encadre ces travailleurs ont tour à tour exprimé leur reconnaissance au président de l'Assemblée nationale et à ses partenaires. Nous sommes très heureuses de recevoir tous ces cadeaux. On n'y croyait pas, mais il a réalisé sa promesse. Nous les remercions tous et prions pour le Burkina Faso. Balassa Kandé a annoncé l'arrivée prochaine d'une machine et une motopompe pour faciliter le travail des femmes.
Il est également prévu la construction de latrines et l'octroi de microcrédits à ces femmes. Dans l'actualité ce soir, les membres de la commission ad hoc chargée de l'appurement du passif du foncier urbain dans la commune de Ouagadougou ont prêté serment ce 2 janvier 2019 à Ouagadougou. La mise en place de cette commission ad hoc va présager des règlements des litiges fonciers de la capitale burkinabé. La commission est composée de membres issus de plusieurs secteurs professionnels et auront 6 mois pour rendre leur rapport. Yacouba Gamene, Moumouni Soubega. Au nombre de 74, les membres de la commission ad hoc chargée de l'appurement du passif du foncier dans les arrondissements de la ville de Ouagadougou prêtent serment. Ils prennent officiellement l'engagement de remplir correctement leurs fonctions et de garder secrètement les informations obtenues dans le cadre de leur mission. Et après la prestation du serment, ils sont tous installés par le ministre en charge de l'administration territoriale. Nous sommes prêts parce qu'on avait déjà travaillé sur ces commissions dans nos départements et nous sommes maintenant prêts pour aider la ville de Ouagadougou. On va essayer de faire ce qu'on peut. C'est un dossier qui est suivi de près par le gouvernement et principalement par les ministres de l'administration territoriale et de l'urbanisme et de l'habitat. L'ambition du gouvernement, c'est de décanter la situation des parcelles qui n'a que trop duré. La mission de cette commission présente sera d'aller sur le terrain, parcelle par parcelle, îlot par îlot, faire le point de manière à ce que des décisions fortes et justes soient prises pour régler l'ensemble des problèmes et cela dans la transparence la plus totale. Faire l'état des lieux de l'occupation actuelle des parcelles dans les arrondissements 4, 3, 6 et 11 et mettre en œuvre les actions proposées dans le rapport de la commission interministérielle ad hoc chargée de l'appurement du passif du foncier urbain sont entre autres les attributions de cette commission. La commission a 6 mois pour déposer son rapport final. Et à propos de foncier, toujours, des députés de la province du Oué veulent comprendre l'occupation de certains domaines publics, notamment du centre d'éducation de base non formel de Do, un domaine de la commune de Bobo-Dioulasso, accaparé par des particuliers. Ils étaient en visite de terrain ce lundi 24 décembre 2018, en compagnie des autorités municipales qui annoncent des actions de déguerpissement dans les jours à venir. Par cette action, les élus nationaux de la province du Oué traduisent une de leurs missions, à savoir contribuer à la veille citoyenne. Karim Ilboudo, Moussa Sanou, sur place à Bobo. Une partie de la cour du CBNEF, le centre d'éducation de base non formelle de Do, un domaine de la commune de Bobo-Dioulasso, accaparé par des particuliers qui, depuis quelques années, y ont commencé à investir. Accompagnés des autorités municipales, des députés de la province du Oué sont sur les lieux pour faire le constat des différentes réalisations et de cette occupation illégale du domaine public. Les activités qui sont en train d'être menées ici sont incompatibles avec la fonction éducative. Donc on s'est dit qu'il fallait s'interroger et comprendre. Et en réalité, quelle a été la procédure afin de permettre aux gens de réaliser des infrastructures privées dans le domaine public. Nous allons donc discuter avec la commune et avec tous ceux qui ont investi pour savoir comment ils ont pu avoir l'autorisation. C'est de l'occupation anarchique et on ne comprend pas que cela ait pu arriver dans un état de droit. Présentes à cette visite, les autorités municipales de Bobo-Dioulasso condamnent cette occupation illégale du domaine public et annoncent d'ores et déjà des actions dans les jours à venir. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, dans la commune, il y a plein de domaines publics qui malheureusement sont occupés par des friers. Souvent c'est connu, peut-être des services techniques, souvent même c'est ignoré. Et c'est pour ça qu'on a demandé de faire l'inventaire de tout ce qui est patrimoine communal pour qu'on puisse savoir qui occupe quoi et dans quelles conditions. Donc ça vient nous donner un tonus parce que nous sommes sur l'arrêté de mise en place du comité de déguerpissement qui doit prendre en compte tous ces domaines, que ce soit les domaines publics ordinaires ou bien des propriétés de la commune ou d'autres structures publiques. En attendant, c'est le CBNEF de Do qui attire aujourd'hui toute l'attention des députés du Oué, des députés qui par cette action traduisent en acte concret une de leurs missions, à savoir contribuer à la veille citoyenne. Le nouveau code électoral qui prévoit la carte d'identité comme document exigé pour les votations, la crise à la CENI, la naissance de nouveaux partis politiques, 2018 aura été une année marquée par des événements politiques.
Retour sur ce qui s'est passé l'année dernière avec Dramane Guéné. Je constate qu'on a tendance à mettre des lois d'extrême importance au niveau des sessions extraordinaires. C'est l'opposition qui a bloqué jusqu'à ce que nous avons fini les 3 mois, ça que nous puissions donc introduire la loi. C'était le 30 juillet 2018, une journée chaude à l'Assemblée nationale. Sur la table des députés, le nouveau code électoral. La nouvelle loi prévoit uniquement le passeport et la CNIB comme document de votation et les ambassades sur le bureau de vote à l'étranger. Exit alors la carte consulaire pour les Burkinabés vivant à l'étranger. Les parlementaires de l'opposition claquent la porte. Ils accusent le pouvoir de prendre en otage le vote des Burkinabés de l'extérieur. Vite, la crise à l'Assemblée nationale contamine la CENI. Les commissaires de l'opposition accusent le président Newton Ahmed Barry d'adopter une position grave sur les sujets de la plateforme d'enrôlement et des documents de votation. Dans leur mémorandum, ils traitent le président de la CENI de gestionnaire en solo. Une crise interne qui a atteint son paroxysme avec la rumeur d'une démission du président Barry. Tous sont debout parce que notre pays est en danger. Tous sont debout parce que notre pays est en train de vaciller. 29 septembre 2018, l'opposition déclenche la première marche-meeting contre le régime du président Roch Marc Christian Kaboré. À Ouagadougou, l'opposition démontre son union, tous contre la gouvernance du MPP et de ses alliés. Plus tôt, le 2 mai, encore une décision impopulaire du pouvoir aux yeux de l'opposition. Après le Conseil des ministres du jour, le gouvernement adopte la délocalisation des conseils des ministres dans les 13 régions. L'opposition s'indigne et parle d'une balade ministérielle et de campagne politique avant l'heure. Malgré le soutien des partis au pouvoir, l'exécutif burkinabé ne s'exécute pas. La décision d'aller au contact des populations par le biais des conseils de ministres reste lettre morte. 2018 a vu aussi s'agrandir le paysage politique burkinabé avec la naissance de nouveaux partis. Le 11 février, Maître Ambroise Farama ouvre le bal. L'OPA-BF, l'Organisation des peuples africains, section Burkina Faso, est née. L'ancien militant de l'UNUPS quitte le groupe et s'affilie à l'opposition. Autre militant de l'UNUPS à faire défection, Justin Sommet. Le 28 avril, il proclame le PUR, le Parti progressiste uni pour le renouveau. À la même date, le docteur Aristide Ouedraogo crée le FPR, le Front patriotique pour le renouveau, avec des dissidents de l'ADF-RDA et du parent. Le 9 août, Élisée Kemdé, resté dans le silence après son exclusion de l'UPC, refait surface. Il porte l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, sur les fonds baptismaux. Dramane Guéné nous a rejoint sur ce plateau. Dramane, bonsoir. Bonsoir, M. Nikindo. De tout ce que vous avez présenté sur les événements de 2018, quel est l'événement politique qui retient le plus votre attention? Alors, merci, M. Nikindo. Il faut dire que le grand événement politique de 2018 reste sans doute le nouveau code électoral qui est voté. Alors, cette loi donc, prévoit le vote des Burkinabés de l'extérieur. C'est une loi donc, qui autorise aussi uniquement le passeport et la CNIB comme document de votation. Donc, ça a suscité beaucoup de guéguerres au sein de la classe politique et des guéguerres qui se justifient à Fousseni Kindo parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la diaspora burkinabé constitue un gros enjeu électoral pour les politiciens. Alors, malheureusement, ce qu'on constate jusqu'aujourd'hui, c'est des guéguerres qui se poursuivent parce que l'opposition continue de réclamer alors le retour des cartes consulaires comme document de votation. Et très rapidement, sans être dévain, Dramane Guéné, quel est le climat politique que présage 2019? Merci bien. Alors, 2019, justement, l'agenda politique sera bien chargé et ça sera sans doute dominé par l'adoption de la nouvelle constitution qui est déjà finalisée, qui va marquer donc le passage du Burkina à la 5e République. Alors, normalement, cette constitution doit être adoptée par voie référendaire. Mais Fousseni Kindo, pour le moment, rien n'est à exclure parce que beaucoup de voix se lèvent déjà pour demander l'adoption de cette constitution-là au niveau de l'Assemblée nationale parce que on estime que la voie référendaire est budgétivore. Plusieurs milliards seront investis dans cette entreprise-là. Pourtant, il trouve que cette loi, c'est une loi consensuelle, donc on n'a forcément plus besoin de passer par référendum pour l'adopter. Alors, 2019 encore, pour finir, Fousseni Kindo va connaître de véritables guerres de positionnement et de pré-campagne
parce que 2020, on dit 2020 se prépare cette année. Alors donc, ça sera donc une année de pré-campagne, de campagne, j'allais dire, déguisée. Merci à vous, Dramane Guéné, d'être passé pour toutes ces informations. Toujours grève de travailleurs du public et du privé, débat sur la rémunération des agents publics et marche de protestation contre la hausse du prix des carburants. 2018 n'aura pas été de tout repos sur le front social au Burkina Faso, avec à la clé une conférence nationale sur le système de rémunération des agents de l'État et des négociations non encore abouties sur la cherté des hydrocarbures. Tour d'horizon du dialogue social en 2018 avec Vincent Tiendrebego. 2018, une année qui aura été plus ou moins mouvementée sur le front social. Dans le secteur de l'éducation, c'est un peu l'accalmie suite à la signature d'un protocole d'accord en janvier entre le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Une accalmie jusqu'à début décembre où la CNSE appelle à nouveau ses membres à suspendre les évaluations scolaires. Le personnel de l'éducation se montrant insatisfait de la mise en œuvre du protocole pendant que le gouvernement annonce des mesures significatives, surtout sur la révalorisation du statut de l'enseignant, principale revendication. Le front social sera surtout marqué par le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement autour du fonds commun. Les débats sont houleux dans les médias et même au sein de la société civile autour de ce fonds qui offre des avantages pécuniaires très importants à ses bénéficiaires. En juin, une conférence nationale pour une remise à plat du système de rémunération est organisée, regroupant gouvernement, syndicats et forces vives de la nation. Elle est boudée par certaines organisations syndicales comme la CGTB et débouche sur un plafonnement du fonds commun acté dans la loi de finances 2019 que vient d'adopter l'Assemblée nationale. Des chauffeurs routiers en grève, c'était en août, à travers leur syndicat, l'URCB, contre le syndicat de leur patron, l'OTRAF, bloquant les entrées et les issues de la capitale. Ce débrayage a paralysé l'activité économique pendant plusieurs jours, conduisant le gouvernement à prononcer la suspension des deux organisations qui étaient figées sur leur position avant de revenir à de meilleurs sentiments. L'autre événement du Front social du dernier trimestre de l'année, c'est cette marche de protestation organisée par la CCVC, la coalition contre la vie chère, suite à la hausse de 115 francs sur les prix du carburant à la pompe. Ce mois de décembre, le gouvernement entame des discussions qui, jusque-là, n'ont abouti à aucun résultat. Autre titre de l'actualité, cette année, les dépenses fiscales ont coûté plus de 87 milliards de francs CFA à l'État burkinabé. Ces dépenses consenties par l'État ont permis de créer des conditions favorables d'embauche pour beaucoup de Burkinabés. Le ministère en charge des Finances a organisé en fin décembre un atelier d'information sur ces dépenses, l'objectif étant de mettre tous les acteurs de la chaîne de dépenses au même niveau d'information. Urbain Benito Sommet et Oumar Zombré pour les détails. C'est une rencontre d'échange et d'information sur les dépenses fiscales de l'année 2017. En 2017, l'État burkinabé a consenti des avantages fiscaux au profit des secteurs miniers et de la cimenterie. Ces dépenses ont permis de doper l'emploi au Burkina Faso. Plus de 21 000 personnes ont été embauchées de façon directe dans les secteurs de la cimenterie ou des mines et près de 10 000 de façon indirecte. Les mesures fiscales ont permis à ces deux secteurs de se développer. Il y a eu la progression en termes d'industrie extractive qui a augmenté, mais il y a également aussi les industries de cimenterie. Mais également derrière cela, nous avons analysé en termes de nombre d'emplois créés. On a constaté une évolution significative en termes de nombre d'emplois créés, que ce soit au niveau des cimenteries, que ce soit au niveau des mines. L'impact également se ressent à travers effectivement le montant d'impôts payés, que ce soit au niveau local, des impôts locaux, que ce soit également ce qui est reversé directement au niveau du budget de l'État. Généralement, ces mesures sont accordées à des investisseurs, donc aux entreprises qui créent de la valeur, de la richesse et qui créent des emplois. C'est des industries en général. Au cours de l'exercice budgétaire 2017, il est à noter une légère baisse des dépenses fiscales. Les résultats montrent que pour l'année 2017, les dépenses fiscales se chiffrent à plus de 87 milliards de francs CFA contre 92 en 2016, soit une baisse de 5,76%. À l'étranger, à Madagascar, 2 jours après l'annonce par la commission électorale de la victoire à la présidentielle de l'ex-président malgache Andi Rajolina,
Ses opposants sont descendus dans la rue samedi pour réclamer une confrontation à un comptage des voix au niveau de la Cour constitutionnelle. À Madagascar, la victoire à la présidentielle d'Andj Radzoel ne passe toujours pas. Ses opposants sont à nouveau descendus dans la rue pour contester les résultats. Un rassemblement interdit en plein cœur de la capitale est rapidement dispersé à coups de gaz lacrymogène. Samedi, déjà des milliers de partisans du candidat malheureux Marc Ravalomanane s'étaient mobilisés. Ils réclament un comptage des voix au niveau de la Cour constitutionnelle. Il faut vraiment que la vérité sorte, car la population malgache souffre. Tout est corruption ici. Que ce soit quand tu passes un examen, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours de la corruption. Faites éclater la vérité. Andj Radzoel a remporté le second tour de la présidentielle avec 55% des suffrages contre 44% pour son rival, Marc Ravalomanane. Les partisans de l'ancien chef d'État demandent une disqualification du président élu pour fraude et corruption de la commission électorale. La plus haute instance judiciaire du pays examine actuellement les requêtes de Marc Ravalomanane et doit rendre son jugement d'ici le milieu de la semaine prochaine. Et pour refermer ce journal, Ultima Thule, astre le plus éloigné à avoir été approché par l'homme. La sonde New Horizon, lancée en 2006, a atteint, dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, l'astre Ultima Thule à 6,5 milliards de kilomètres de la Terre. Une raison de plus pour la NASA de fêter la nouvelle année. Regardez. Pour la NASA, l'année 2019 commence en beauté. Avec soulagement, les scientifiques de l'agence spatiale américaine ont appris que la sonde New Horizons avait survécu au survol d'Ultima Thule, dont voici le tout premier cliché. Situé à près de 6,4 milliards de kilomètres de la Terre, cet objet céleste est le plus éloigné et le plus ancien jamais observé de près. Pour la NASA, les données récoltées pourront nous aider à comprendre l'origine du système solaire. Pour l'instant, j'aime vraiment 2019. Le vaisseau spatial américain New Horizons a mené l'exploration la plus poussée de l'histoire de l'humanité de façon spectaculaire. Des milliers d'opérations à bord du vaisseau ont dû fonctionner correctement pour que nous puissions vous dire cela, et nous savons maintenant que tout a bien fonctionné. Tout semble aller pour le mieux et nous avons vraiment hâte de recevoir les données scientifiques pour que nos experts et le monde entier puissent voir ce que le système solaire externe, l'origine de notre système solaire, peut nous apporter et quelles surprises il recèle. Situé dans la lointaine ceinture de Kuiper, Ultima Thule date de l'époque de la formation des planètes. La sonde New Horizons a pris plusieurs centaines de photos qui devraient nous parvenir dans les prochains jours. Retour sur Terre pour l'atterrissage de ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.